Leroux, je dis monsieur, ou juste Alexandre, ça te va? Oui, OK. Agira comme conférencier pour traiter du sujet d'actualité. Donc, si vous me permettez, je vais quand même vous présenter Alexandre. Alexandre est enseignant de chimie au Collège de Rosemont depuis maintenant 10 ans. Il occupe aussi la fonction de coordonnateur du programme de sciences de la nature et de sciences informatiques et mathématiques. Alexandre possède une maîtrise en biochimie de l'Université de Montréal. Sur le plan personnel, il s'intéresse à la science du climat, à la rationalité et au combat contre les pseudosciences. Alors, sans plus tarder, je lui laisse la parole et bonne conférence à tous. Merci. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ma conférence. Alors, je commence tout de suite par une petite question. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui connaissent cette personne? Est-ce qu'il y en a qui ne la connaissent pas? Donc, oui, bien sûr, c'est Greta Thunberg. Quelques mots sur elle. C'est une Suédoise. Elle est âgée aujourd'hui de 16 ans. Et elle est rapidement devenue une icône et un symbole d'une génération pour son activisme climatique. Elle a même fait la couverture du Times Magazine en mai 2019. Comment elle a fait pour faire ça? Bien, ça a commencé très simplement. Au départ, elle était en Suède. Elle manifestait devant le Parlement les vendredis. Ça a commencé en automne 2018. Elle était tout seule devant le Parlement avec sa petite pancarte. Puis, elle manifestait pour le climat. Les journalistes se sont intéressés à elle parce qu'elle était là à chaque vendredi. Alors, éventuellement, ils l'ont repérée puis sont allés l'interviewer. Et là, son message a rapidement fait le tour de la planète. Tellement que ça a inspiré des jeunes partout à travers le monde. En mars 2019, il y a eu une grande marche pour le climat dans 270 villes. Vous avez ici une photo. Ça, c'est Montréal. Il y avait 100 000 personnes. Elle a même été invitée à la COP 24, qui est une grande conférence annuelle avec tous les dirigeants du monde pour parler du climat. Et elle est venue en Amérique, en voilier, pas pour le fun. Hein, elle a été invitée par le secrétaire général de l'ONU. Et elle a fait le voyage en voilier zéro émission. Et elle était à New York la semaine passée. Et aujourd'hui, elle est à Montréal, où elle fera un discours à 5 heures tout à l'heure. Donc, vous essaierez de la trouver si vous réussissez. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais vous présenter un court vidéo. C'est son discours qu'elle a fait à la COP 24, puis ensuite, on va en parler ensemble. Being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. Say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury.
it is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done rather than what is politically possible, there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground, and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past, and you will ignore us again. We have run out of excuses, and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. Quand Greta Thunberg est arrivée à New York, on lui a demandé « Pourrais-tu résumer ton discours de façon que même Donald Trump pourrait comprendre? » Et voici son discours résumé en quelques mots. « Écoutez les scientifiques. » S'il y en a qui cherchent des slogans pour leur pancarte tout à l'heure. OK, c'est un message assez simple, mais ça résume très bien. Et c'est dur d'être en désaccord avec ça. Là. Écoutez les scientifiques. Okay, c'est aussi simple que ça. Ça fait des années que les scientifiques avertissent qu'il faudrait faire quelque chose. Quand elle était en Europe, on lui a demandé aussi de résumer son message. Alors, elle avait dit cette fois-là, « Respectez vos engagements. » OK? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2015, il y a eu l'accord de Paris sur le climat et tous les pays du monde ont signé ça, y compris les États-Unis, en passant, qui sont toujours membres de l'accord de Paris jusqu'à 2020, au minimum. Alors, qu'est-ce qu'ils ont tous dit? Ils ont dit, OK, on est d'accord pour contenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés et, si possible, 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Tous les pays du monde ont signé ça, se sont tous engagés à ça. Ils ont tous reconnu qu'il y avait une urgence climatique et que c'était l'humain la cause et qu'il fallait agir. Maintenant, il s'agirait qu'ils agissent pour de vrai. Et qu'est-ce qu'on répond souvent à Greta Thunberg? Vous avez ici un politicien qui tente de devenir premier ministre du Canada. Voici ce qu'il avait à dire à Greta Thunberg. Greta Thunberg est clairement mentalement instable. Elle vit dans une peur constante et veut vous la communiquer. Le but de la gauche verte est de transformer radicalement la société en créant une peur hystérique de la fin du monde, à moins d'abandonner nos libertés. Ils veulent nous rendre plus pauvres et tout restreindre, le logement, le transport, l'alimentation, les voyages. Bon. Vous comprenez que c'est extrêmement triste que quelqu'un dise ce genre de choses-là, mais ce que moi je trouve plus triste encore, c'est qu'il y a des gens qui écoutent ce message, et plus qu'on pense, en fait. On a posé la question, êtes-vous d'accord que les humains, le réchauffement climatique est causé par les humains? Okay, ce qui est un fait scientifique avéré depuis plus de 30 ans. Et quand on demande ça aux gens, même au Canada, il y a 30 % de la population qui dit qu'il n'est soit pas d'accord, soit qu'il n'est pas sûr. 30 %. Aux États-Unis, c'est encore pire, c'est 50 %. Une personne sur 2 aux États-Unis. Vous serez peut-être surpris de voir que la Chine, c'est moins de 10 %. En fait, si vous remarquez dans le bas de la liste, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, le Canada, c'est pour une raison que j'ignore, des pays d'origine britannique.
qui ont comme décidé à un moment donné que ça allait être un enjeu politique au lieu d'être un enjeu scientifique. Et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais quand même, 30 %. J'imagine, je ne sais pas s'il y en a dans la salle aujourd'hui, mais c'est sûr que vous en connaissez. Là. C'est presque une personne sur 3. Là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, avant d'aller à la marche, j'aimerais vous faire une petite formation sur comment convaincre un négationniste du climat. Et comme ça, vous pourrez en discuter dans votre famille, avec vos amis et tout ça. Je suis sûr que vous allez en trouver au moins un quelque part. Alors, première chose que vous allez faire, c'est de savoir qu'il y a 2 types de négationnistes du climat. Eux autres, ils aiment ça s'appeler des climato-sceptiques, mais moi, je préfère le terme négationniste du climat parce que c'est ça qu'ils sont. Donc, il y en a 2 catégories. Première catégorie, c'est ceux avec qui vous pouvez en discuter. Et la deuxième, les conspirationnistes. Je vais commencer avec la deuxième catégorie. Les conspirationnistes sont aussi des anti-sciences de façon générale et on peut les résumer avec ce genre de petites BD ici. Donc, vous avez toute une série de scientifiques, de climatologues et d'experts et d'un autre côté, vous avez « Ah, j'ai quelqu'un sur Twitter qui dit que tu as tort ». Et il y a des gens qui vont croire leurs sources d'origine douteuse plutôt que les scientifiques. Souvent, vous allez entendre Donald Trump, Maxime Bernier dire des choses du genre « Oui, mais il y en a des scientifiques qui ne sont pas d'accord, gna gna gna. » OK, mais ce n'est pas une question de combien de scientifiques sont d'accord ou pas. OK, c'est un fait irréfutable que les humains causent le réchauffement climatique et c'est des organismes qui supportent ça. Le groupe d'experts intergouvernementaux sur le climat qui regroupe tous les pays du monde. Si vous ne croyez pas celui-là, qu'est-ce que vous pensez de l'Organisation mondiale de météorologie? Vous ne croyez pas l'Organisation mondiale de météorologie? Est-ce que vous croyez l'Académie des sciences de tous les pays du G20? Non? Est-ce que vous croyez la Société américaine de météorologie, la Société européenne de météorologie, la Société canadienne de météorologie, chimie, physique, astronomie, géologie, ingénierie, biologie, agronomie? OK? Toutes les organisations scientifiques de la planète savent que c'est les humains qui sont la cause du réchauffement climatique. Mais il y a des gens qui, au lieu de croire ça, ils préfèrent croire à un petit blogueur quelconque sur Twitter. Mais ils vont dire des choses du genre « Tous ces gens-là, c'est une grosse conspiration mondiale pour essayer de vous rendre plus pauvres. » Okay, des trucs de ce genre-là. On lit ça des fois. OK. Tout ce que vous pouvez leur dire à ces gens-là, OK, vous pouvez toujours essayer de les raisonner en leur disant « OK, écoute, si tu crois, si ta croyance implique que tous les scientifiques du monde, tous les experts, tous les spécialistes sont tous membres d'une large conspiration mondiale, peut-être tu devrais réviser ton opinion. » OK? Puis ça, c'est juste les scientifiques, mais je vous rappelle que tous les gouvernements du monde aussi ont signé ça, la NASA, l'ONU, même les pétrolières, OK? Tout le monde. Bon, mais là, je vais vous dire tout de suite, si vous avez affaire à un conspirationniste, vous n'arriverez probablement pas à le convaincre, OK? Ça ne donne rien d'essayer de convaincre Donald Trump, vous y arriverez jamais. Le mieux que vous pouvez essayer de faire, c'est d'essayer de limiter les dégâts là, pour pas qu'ils se propagent à d'autres. OK? Mais, quand même, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Okay? Il y en a une minorité de conspirationnistes. La majorité des gens qui ne croient pas le réchauffement climatique ne sont pas dans cette catégorie-là. Et eux autres, vous pouvez essayer de les convaincre. Une fois que vous avez affaire à ces gens-là, ce que vous devez faire, c'est les identifier. Et là, j'ai identifié 4 niveaux, 4 degrés. Le premier degré, c'est ce que j'appelle les inattentifs. C'est les gens qui vont dire « il n'y en a pas de réchauffement ». Le deuxième degré, les naturalistes vont dire « OK, il y en a un réchauffement, mais ce n'est certainement pas les humains ». Il y en a qui vont être du niveau 3 et qui vont dire plus des arguments du genre des jovialistes. OK, il y en a un réchauffement, c'est les humains, mais c'est correct, c'est pas grave, là, c'est pas quoi vous vous énervez avec ça.
Et il y en a même un quatrième type qui, lui, pourrait être d'accord que c'est grave, d'accord que c'est les humains, tout ça, mais qui va dire des trucs du genre « ben, on ne peut rien faire ». Donc, c'est des défaitistes. C'est important, avant de commencer votre discussion, de poser la question pour savoir c'est lequel des quatre. C'est très important. Commencez par ça. Si vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui change constamment de catégorie, c'est probablement quelqu'un de mauvaise foi. Là. Okay. Normalement, il devrait être juste dans une des catégories. Bon. Alors, commençons avec la catégorie 1. Les inattentifs. Alors là, cette semaine, c'est la semaine de l'environnement. Alors, il y a beaucoup d'articles qui sont parus dans les nouvelles et je me suis amusé. Les négationnistes sortent à ce moment-là et s'en vont dans les zones de commentaires dans les nouvelles. Et j'en ai trouvé plusieurs sur le site de Radio-Canada. Donc, je me suis amusé. Donc, les inattentifs vont dire des choses de ce genre-là. Avez-vous trouvé l'hiver passé plus chaud que d'habitude? Moi, non. Ou... c'est juste de la spéculation, on n'arrive même pas à prédire la météo de demain, alors imaginez le climat. Ces gens-là, je les appelle des inattentifs parce que c'est ça, ils confondent la météo et le climat, ou bien ils confondent une petite région avec l'ensemble de la planète. Pourtant, c'est assez évident que la planète se réchauffe. Voici une photo de la NASA. Donc, à moins que vous pensiez aussi que la NASA fait partie de la conspiration. De toute façon, il y a plein d'autres satellites qui montrent les mêmes choses. Okay? Donc, ça, c'est le réchauffement de la Terre en 2018 par rapport au niveau pré-industriel. Et ce que vous pouvez voir, c'est que ça ne se réchauffe pas partout égal. Où ça se réchauffe le plus en ce moment, c'est dans l'Arctique et dans le Grand Nord canadien. Vous pouvez voir aussi que l'Europe est fortement touchée. C'est peut-être pour ça qu'ils sont plus conscientisés. Mais il y a même des zones qui se refroidissent. Des négationnistes pourraient dire des trucs genre « Ah, en Antarctique, ça se refroidit. » Oui, une partie de l'Antarctique se refroidit, il y a une partie qui se réchauffe. Mais même au Québec, il y a une partie du Québec qui se refroidit. Mais vous avez compris que c'est un phénomène mondial dont on parle, pas juste une petite ville ou une petite région. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que les terres se réchauffent plus vite que les océans. Ça, on l'oublie souvent, mais si ça chauffe de 1 degré sur la planète, c'est plus qu'1 degré sur là où habitent les humains. OK. Il y en a qui ne croient pas que l'effet de serre existe. Je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient au secondaire, ces gens-là, mais l'effet de serre, on peut le mesurer, OK? En 2011, on avait déjà déterminé que c'était l'équivalent de 2 watts par mètre carré. Chaque mètre carré de la Terre, 2 watts d'énergie sont dus au réchauffement. Oui, on peut mesurer aussi les températures de l'atmosphère. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que les températures de l'atmosphère font des dents de scie comme ça. Et là, les négationnistes vont dire « Ah, regardez, 1998 était très haut si on le compare avec, je ne sais pas quelle année ici, 2000 quelque, ça semble que ça descend. » Mais là, vous comprenez que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, là? Il faut prendre une moyenne sur une longue période pour voir des tendances. Mais de toute façon, ce que ces gens oublient, oui, l'atmosphère, là, ça fait des trucs comme ça à cause des effets saisonniers, El Niño et compagnie. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi les océans. En fait, l'atmosphère, c'est juste une petite proportion du réchauffement. La grosse majorité du réchauffement, en ce moment, c'est les océans qui sont en train de le capter. Et qu'est-ce qui arrive s'il y a un océan qui chauffe, d'après vous? Vous avez vu ça peut-être au secondaire. Qu'est-ce qui arrive quand on chauffe un océan? Eh bien, il prend de l'expansion et c'est ça qui cause la hausse du niveau des océans. Oui, il y a la fonte des glaciers, tout ça, en Antarctique, qui cause aussi une hausse, mais la majorité de la hausse, c'est simplement l'océan qui chauffe. Bon, on n'est pas encore rendu à ce niveau-là, mais on s'en approche. OK. Bon, honnêtement, le premier degré est assez rare. OK? Il faut vraiment être déconnecté de la réalité pour supporter qu'il n'y a pas de réchauffement. La majorité des gens, je dirais, qui négationnistes que vous allez rencontrer autour de vous sont des catégories 2. C'est-à-dire, ils vont dire « OK, oui, je te l'accorde qu'il y a un réchauffement, mais il y en a toujours eu. Regardez, il y a 20 000 ans, c'était l'époque glaciaire, puis c'est pas la faute des humains si ça s'est chauffé. Il n'y en a pas de preuve que c'est les humains. Hein? Comment vous faites pour savoir que c'est les humains? Ça peut être n'importe quoi. » Ils vont dire ce genre de choses. Évidemment, malheureusement pour eux, ils ont extrêmement tort.
Il y a toute une série de preuves irréfutables que ce sont les humains la cause. Je vais vous en présenter 2, mais il y en a beaucoup plus que ça. Une première façon de le démontrer, c'est ce qu'on appelle la spectroscopie. Donc, on peut simplement pointer un spectromètre vers le ciel et découvrir à quel endroit la chaleur s'accumule. Quand on fait ça, on se rend compte que, comme par hasard, c'est à l'endroit où il y a les gaz à effet de serre. Ce n'est pas en haute atmosphère, là où il y aurait, par exemple, le soleil. Si c'était le soleil qui était la cause, ça devrait chauffer plus en haute atmosphère. Mais ce n'est pas là que ça chauffe. Ça chauffe là où il y a les gaz à effet de serre. En plus, ça chauffe plus la nuit que le jour. Puis le soleil est en baisse d'activité. Okay? C'est clairement pas le soleil la cause. Donc, on peut prendre la zone où ça chauffe et on peut pointer un spectromètre et faire de la spectrométrie infrarouge. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque molécule possède une signature spectroscopique différente. Donc, vous avez qu'à pointer ça vers le ciel et vous pouvez voir quelle substance absorbe le plus de chaleur. Et quand on fait ça, on s'aperçoit que la substance qui absorbe le plus, évidemment, c'est le CO2. Alors, il y a le méthane aussi qui est une source d'inquiétude, mais la principale source, c'est le CO2. Okay? Donc, on peut évidemment le dire. Là, il y en a qui pourraient dire des trucs du genre « Ah, mais est-ce que c'est vraiment les humains? C'est peut-être un hasard que les humains font des tonnes et des tonnes de CO2 à chaque année. » Mais malheureusement, on peut aussi prouver que c'est du CO2 d'origine humaine. Ce n'est pas un volcan ou quoi que ce soit, là. Il y a ce qu'on appelle le ratio isotopique du carbone. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le carbone existe sur différents types, et il y a un de ces types-là qui s'appelle le carbone 13. Et le carbone 13, on en trouve très peu dans l'atmosphère. Mais là où on en trouve beaucoup, c'est dans les combustibles fossiles. Alors, quand on fait brûler des combustibles fossiles, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on voit le ratio de carbone 13 diminuer dans l'atmosphère. Et c'est exactement ce qu'on observe en ce moment. On peut même observer que l'oxygène de l'air diminue au même rythme qu'on fait brûler le CO2. Okay? Donc, tout ça, c'est des preuves que c'est l'humain. Dans le dernier rapport, c'était écrit 95% de certitude que c'était l'humain qui était la cause. Mais on s'entend que c'est probablement plus que ça et ça va continuer d'augmenter 99,9 dans les prochaines années. OK. Donc, ça nous mène au 3e type, les jovialistes. Eux, ils vont dire « Ah, ben c'est bien ça, il va faire plus chaud au Québec. C'est bien ça, c'est le fun, ça. » Ou « Ah, excellent, on va avoir des bonnes récoltes de fraises et de bleuets. Yeah! » Ou ils vont dire « Ah, mais le réchauffement n'a jamais tué personne. » Ce qui est faux si on considère toutes les vagues de chaleur qui ont fait des milliers de morts dans les dernières années. Mais bon. Si la tendance se maintient, on prévoit que la Terre va se réchauffer de 4 degrés d'ici la fin du siècle. Est-ce que c'est beaucoup, ça, 4 degrés? On va regarder ça ensemble. Donc, ça, c'était les niveaux pré-industriels. Le zéro ici, on était à 280 ppm de CO2. Ça, c'est une concentration de CO2 dans l'air. Aujourd'hui, voici Montréal en 2019, on est à 410 ppm de CO2. D'où vient tout ce CO2-là qui a presque doublé dans les dernières années? Bien, c'est évidemment les humains qui l'ont garoché dans l'atmosphère. Et ça a causé un réchauffement de l'ordre de 0,8 à 1 degré en ce moment. En passant, la majorité du réchauffement a eu lieu dans les 30 dernières années. C'est ça qui est inquiétant, en fait, c'est que le réchauffement est exponentiellement rapide. Ça, c'est la limite que tous les pays du monde se sont engagés à ne jamais dépasser. 2 degrés. Ça correspond à 475 ppm de CO2. On est déjà à 410. Et non seulement ça, mais le CO2 à chaque année augmente de plus en plus vite. On n'a pas grand temps là, pour essayer d'atteindre de ne pas dépasser le 475. Si la tendance se maintient avec les engagements actuels que les pays ont pris, en 2100, on va être à 670 et on sera à plus 4 degrés. Personne ne sait de quoi aura l'air Montréal à ce moment-là. Mais j'aimerais vous donner un ordre de grandeur. La dernière fois qu'on était à moins 4 degrés, c'était durant la fameuse ère glaciaire et Montréal était couvert d'1 kilomètre de glace. En fait, toute l'Amérique était couverte d'1 kilomètre de glace. La dernière fois qu'on était à plus 8 degrés, c'était durant le Crétacé. Il n'y avait pas un seul morceau de glace sur l'ensemble de la planète. Il y avait des palmiers au pôle Nord et le niveau des océans était 200 mètres plus haut.
Là, nous, on s'enligne vers le 4 degrés. Il y a même un rapport, je pense, cette semaine, qui a montré que le 8 degrés pourrait arriver d'ici 2100. Si le pire, si on continue à rien faire, c'est pas impossible. Le plus probable en ce moment, c'est le 4, mais le 8 pourrait même arriver dès 2100. En passant, vous pouvez peut-être remarquer aussi pour les naturalistes, là, vous leur rappellerez que ça a pris 20 000 ans pour passer de -4 à 0. Nous, ça a pris juste 100 ans pour passer de 0 à 1. Puis là, on est en voie de se rendre jusqu'à +4, encore une fois, en moins de 100 ans. Okay? Donc, c'est clairement la faute des humains. Okay? Ce n'est pas un cycle naturel. Donc, dites pas « Ah, mais le climat a toujours changé ». Oui, il a toujours changé sur une échelle de dizaines de milliers d'années, mais il n'a jamais, jamais changé aussi vite depuis 65 millions d'années. C'est quoi la dernière fois? Qu'est-ce qui est arrivé il y a 65 millions d'années? Vous savez. OK. Le réchauffement a toutes sortes de conséquences négatives. Oui, il y a quelques conséquences positives, mais tout le monde s'entend pour dire que les conséquences négatives sont immensément supérieures. Le GIEC a publié déjà une liste de ça pour l'ensemble de la planète. Ici, je vous ai mis quelques exemples pour l'Amérique du Nord. Ça, c'est des conséquences qu'on voit déjà actuellement avec notre 0,8 degrés. Là. Donc, évidemment, on a la fonte des banquises, la fonte des glaciers dans l'Arctique. On a des sécheresses et des inondations parce que le réchauffement change beaucoup le cycle de l'eau. Donc, beaucoup de sécheresses. On a vu des feux de forêt majeurs en Amérique dans les dernières années, des inondations au Québec. Il y a un ouragan de catégorie 2 qui s'est rendu jusqu'au Canada cette année, là, ce qui ne s'est jamais passé avant. On a aussi des écosystèmes, évidemment, qui sont en danger. On a des maladies tropicales qui commencent à remonter vers le nord, le virus Zika et tout ça. Évidemment, il y a des baisses de rendement agricole aussi qui sont dues principalement aux sécheresses et aux inondations. Donc, tout ça, et ça, c'est juste avec le 0,8 degré actuel. Alors, imaginez qu'est-ce que ça va être dans le futur. Mais les scientifiques sont capables de le faire. Ils ont des rapports année après année dans lesquels ils prédisent qu'est-ce qui va arriver. Les gens vont souvent argumenter que oui, mais ça coûte cher, là, une taxe sur le carbone, c'est cher. Mais en fait, ces gens-là ont une vision à courte vue. Ça, c'est le prix ici en vert que ça coûterait une taxe carbone à l'ensemble de la planète qui permettrait de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et ici, vous avez les coûts des catastrophes climatiques qui seront inévitables parce qu'on a déjà chauffé là, de 1 degré, donc il va y avoir des catastrophes. Ces coûts-là, c'est taxe incluse, là, ça inclut la taxe. Et de l'autre côté, c'est si on ne fait rien. Bien, si on ne fait rien, c'est assez facile de voir que le coût des catastrophes va être au minimum le double de si on fait quelque chose. Autrement dit, chaque dollar qu'on investit aujourd'hui pour sauver le climat va rapporter au minimum 2 $ dans le futur. Puis ça, c'est même si vous ne vivez pas dans une zone à risque de catastrophe, tout le monde paye ça. Okay? Les compagnies d'assurance savent très bien compter et savent que le réchauffement climatique, si vous voyez vos comptes d'assurance monter en flèche année après année, ne posez-vous pas de questions. Si vous voyez le gouvernement du Québec et du Canada obligé de dépenser des milliards et des milliards pour réparer des catastrophes partout, peut-être ça serait plus avantageux de payer la fameuse taxe sur le carbone ou la bourse du carbone. Ce qui nous amène au 4e type, les défaitistes. Eux, ils vont dire des trucs « Ah, mais le Canada, il est petit, là, c'est la faute de la Chine, c'est la faute des États-Unis, c'est la faute de XY. » Et il y a même un nouveau phénomène qui commence à faire son apparition qu'on appelle l'éco-anxiété. C'est des gens, j'espère qu'il n'y en a pas ici parmi vous, mais c'est des gens qui se disent « Ah, mais de toute façon, même si je faisais tout ce que je peux, c'est inévitable, puis ça va causer la fin du monde. » Il y a même des gens qui ont peur de parler des changements climatiques dans leur cours pour ne pas causer ça. Là. Mais à ces gens, j'aimerais vous lancer aujourd'hui un message d'espoir. Il n'est pas encore trop tard. Dans le dernier rapport du GIEC, il est dit que si on veut limiter à 1,5 degré, il suffirait de réduire les GES de 45 % d'ici 2030. Si on veut le limiter à 2 degrés, moins 25 % d'ici 2030.
Ce ne sont pas des objectifs irréalistes. C'est des objectifs très, très plausibles. Vous pouvez encore choisir si vous préférez la planète de gauche ou la planète de droite. OK? Et là, j'ai quelques petites bonnes nouvelles pour vous. C'est que le Canada s'est déjà engagé à limiter à 30 % les GES d'ici 2030. Donc, bon, c'est pas assez pour le 1,5 degré, mais c'est quand même assez pour le 2 degrés. En passant, c'est les conservateurs qui ont fait cet engagement-là. Les libéraux ont repris le même engagement. Cette semaine, les libéraux ont dit qu'ils voulaient être carboneutres d'ici 2050, qui est exactement la recommandation du GIEC. Il y a le NPD qui, je pense, est à 38 %. Le Parti vert est à 60 % d'ici 2030. Le Bloc n'avait pas de chiffres, mais il voulait aussi faire beaucoup de mesures. Donc, je pense que quand même, il y a des engagements intéressants. Le problème, ce n'est pas les engagements. Le problème, c'est quand vient le temps de livrer la marchandise. En ce moment, selon les projections actuelles, avec les engagements actuels, le Canada se dirige vers moins 19 %. Je ne dis pas qu'on a atteint le moins 19 %. On est encore loin du moins 19 % On va atteindre le moins 19 % en 2030 avec les engagements actuels. Et ça, ce n'est pas fameux. On est le 54e pire pays sur 60 pays développés. C'est pas fort, là. On pourrait faire beaucoup mieux que ça. Et à ceux qui disent que le Canada est un tout petit pays, gna gna gna, oui, mais si tu prends le CO2 par habitant, le Canada, c'est le 13e pire pays du monde, derrière l'Arabie saoudite et compagnie, là. Donc, c'est pas fameux, là. On peut faire beaucoup mieux que ça. On peut être un leader international. Je pense que le Canada peut faire plus. Regardez, à titre d'exemple, ici, ça, c'est les investissements dans les énergies renouvelables. J'aimerais attirer votre attention juste sur la Chine. La Chine était à 0 en 2004. Aujourd'hui, ils sont à 132,6 milliards par année. C'est la moitié du budget total du Canada que la Chine investit dans les énergies renouvelables. On voit que l'Europe aussi a longtemps été un leader. Jusqu'en 2010, il y a eu une couple de gouvernements qui ont fait pencher la balance, mais il était longtemps un leader. Même les États-Unis, qu'on se plaît à blâmer, oui, il y a Trump aux États-Unis, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'États, beaucoup de villes qui font d'immenses efforts aux États-Unis. Valérie Plante était aux États-Unis aussi pour vanter Montréal, qui est un leader. On attend 300 000 personnes à la manifestation de tout à l'heure. On va battre New York en termes de manifestation. J'aimerais ça que le Canada apparaisse dans ce graphique. Le Canada s'est engagé, comme tous les pays du monde, à désinvestir les énergies pétrolières. On attend toujours que ça soit fait. Ouais. Alors, une autre bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut faire sa part. Simplement, vous connaissez déjà les 3 R, les 3 R de Rosemont. Réduire, réutiliser, recycler. C'est facile de sauver la planète. À chaque fois que vous achetez pas quelque chose, vous aidez un petit peu. C'est bien ça. Chaque fois que vous achetez quelque chose de plus petit, vous aidez aussi. OK? En plus d'aider la planète, ça vous fait sauver de l'argent. C'est gagnant-gagnant. Vous pouvez aussi limiter vos transports. Par exemple, aujourd'hui, vous savez que les métros sont gratuits, les Bixi sont gratuits. Donc, profitez-en. Vous pouvez limiter vos transports en prenant le transport en commun, en habitant plus proche de votre lieu de travail, des choses comme ça. Mais il y en a un autre aussi qui est quand même intéressant, c'est manger moins de viande. L'agriculture et l'élevage contribuent plus que les transports au réchauffement climatique. Donc, vous avez qu'à manger juste un petit peu moins de viande et ça aide. Non seulement ça, vous allez être en meilleure santé. C'est gagnant-gagnant. Mais les initiatives individuelles ne sont pas suffisantes. Okay? Oui, tout le monde peut faire sa part, et il faut que tout le monde fasse sa part, mais il faut aussi que les gouvernements fassent leur part. Sinon, ça va causer des révoltes comme avec les Gilets jaunes. Okay? Il faut que ça soit partagé. Comment les gouvernements peuvent agir? Le prix sur le carbone, que ce soit une taxe sur le carbone ou une bourse sur le carbone ou des investissements,
N'en déplaise à M. Scheer, qui s'amuse à dire que c'est inefficace, le prix Nobel d'économie a démontré que c'était la meilleure façon de réduire les GES. C'est la meilleure façon. Même les compagnies pétrolières sont d'accord avec la taxe carbone. Les seuls qui ne semblent pas être d'accord, c'est les conservateurs. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Mais il y a une deuxième façon que les gouvernements peuvent agir, c'est avec des lois. Il ne faut pas oublier ça aussi, c'est possible de faire des lois. On peut faire des lois pour interdire les émissions. On peut faire des lois, par exemple, le Canada s'est engagé à bannir toutes les centrales au charbon d'ici 2030. Il était temps. OK? Ça, c'est des genres de lois qui peuvent être passées par les gouvernements. Et les deux mesures ensemble, c'est très efficace. OK? Donc, il faut juste... Les gouvernements font ce que la population veut. Ils nous écoutent plus qu'on pense. Donc, continuons de leur parler. Ils vont nous écouter éventuellement. Et en passant, il y a une initiative québécoise qui représente exactement ce que je viens de dire et qui s'appelle le Pacte pour la transition. Qui ici a déjà signé le Pacte pour la transition? OK. Si vous ne l'avez pas déjà signé, je vous invite à le faire. Il y a déjà 280 000 signatures de ça. Qu'est-ce que ça dit, ce pacte? Ça dit, pour sauver la planète, chacun fait sa part, selon ses moyens. Et les gouvernements agissent, les deux, ensemble. C'est comme ça qu'on va réussir. Donc, je vous invite à signer ce pacte. Si vous voulez, si on arrivait avec plusieurs millions de signatures, éventuellement, les gouvernements, ils feraient « Oh, il y a des élections qui s'en viennent. » OK? Donc, on va devoir les tenir imputables de ça. Alors voilà, maintenant, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne marche tout à l'heure et je vous souhaite de convaincre votre négationniste de salon préféré. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Alexandre.